Nous sommes le 11 février 1929, à Rome. Après des années de négociations, sont signés au palais de Latran les accords du même nom. Ce texte, ratifié le 7 juin 1929, met fin à la question romaine survenue après la prise de Rome et son annexion par le royaume d'Italie. Tout en réduisant la souveraineté du pape au seul Vatican, il fait du catholicisme la religion d'État en Italie. Cet accord met Rome entièrement sous le contrôle du royaume et impose la fin du conflit qui a opposé le Saint-Siège à l'Italie durant 6 décennies. L'opposition religieuse qui a gangréné le pays durant des années prend fin, et avec lui le dernier épisode de l'unification italienne. Mais pourquoi un tel antagonisme entre le Vatican et le royaume d'Italie est-il apparu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en nous intéressant au Risorgimento. Revenons-en aux bases de l'État italien, ou plutôt de ce qu'est l'Italie. Depuis la chute de l'Empire romain, l'Italie a perdu de sa splendeur, dans la place de capitale du monde méditerranéen qui fut le sien durant des siècles. Cet affaiblissement de l'hégémonie italienne sur l'Europe fait d'elle une cible facile. Ainsi, durant tout le Moyen-Âge, la péninsule se retrouve tiraillée entre les grandes puissances françaises, espagnoles et autrichiennes, qui revendiquent sa souveraineté. Les trois territoires n'a de ce fait jamais eu de véritable paix durable, et a toujours été la proie des volontés d'expansion de ses voisins. Plusieurs raisonnements expliquent l'importance de la péninsule italienne dans les plans des empires européens. Tout d'abord, sa situation géographique privilégiée en fait la clé du commerce européen avec le Moyen-Orient et le reste de la Méditerranée. Du fait de ses grandes cités portuaires, comme Venise, Gênes ou encore Pise, celle-ci est devenue le cœur des échanges maritimes, mettant une grande fortune entre les mains des marchands y faisant affaire. À cela s'ajoute l'héritage symbolisé par Rome, la place de centre culturel de l'Europe, incarnée par l'implantation de la Renaissance, due aux réfugiés byzantins. Quiconque contrôle l'Italie domine la Méditerranée, et donc le commerce, ce qui entraîne une mainmise sur l'économie européenne. De ce fait, le territoire devient un lieu de lutte pour l'hégémonie sur l'Europe. Au niveau politique, du fait des ingérences étrangères et des guerres constantes, dû à l'importance économique et tactique que représente la péninsule, celle-ci n'a jamais réussi à s'unifier. Alors qu'au cours des siècles précédents, les différentes régions d'Europe ont vu émerger une puissance dominante et unificatrice, ayant rassemblé en une même nation les peuples d'une souche culturelle commune, l'Italie, elle, a échappé à ce processus, en demeurant divisée. Les régions se retrouvent plus ou moins sous l'influence de leurs voisins directs. Le terme Italie, en lui-même, n'est ainsi même pas un concept politique ou gouvernemental. Metternich, premier ministre autrichien, la définit même comme une expression géographique, plutôt qu'un véritable État. On ne parle ainsi pas d'Italie, mais de péninsule italienne du fait de la multitude d'États qui la composent. Mais tout cela change. Alors que les régimes gouvernementaux voisins évoluent et que la situation se tend en Europe, l'Italie, du fait des influences étrangères, se retrouve entraînée dans les changements brutaux du continent. En effet, lorsqu'en 1789, chez le voisin français, la monarchie est renversée durant les révolutions françaises, de nouvelles idées sur la liberté se répandent à travers l'Europe. L'Italie est particulièrement touchée par ces concepts nouveaux. Depuis plusieurs décennies, les changements sociaux se font lents dans la péninsule. Les réformes économiques et sociales, tentées par certains des dirigeants, se heurtent à l'opposition de la noblesse conservatrice, qui souhaite entretenir ses privilèges. Seules quelques lois sont ainsi réellement appliquées, telles que l'abolition des corporations, l'application du cadastre, ou encore la confiscation des terres des ordres religieux. Les rares progrès effectués sont cependant très mal vus par la population. Les ouvriers, devant la disparition des corporations, se retrouvent sans cadre légal pour les protéger de leurs employeurs. L'imposition du cadastre, forçant les terres communales à être exploitées de manière légale, permettent aux souverains de prélever un impôt, mais poussent en parallèle à la ruine des paysans ruraux, qui se retrouvent avec de faibles rentrées d'argent, contraints d'être prélevés sur leurs récoltes. À cela s'ajoute l'explosion démographique, qui fait augmenter la population de la péninsule de 7 millions d'habitants en 75 ans. Les désordres causés sur l'économie et le droit des terres voient le prix des denrées alimentaires augmenter, traînant à la pauvreté et à la faim les classes les plus défavorisées. Ces conditions sociales sont ainsi favorables à la Révolution française et aux idéaux des Lumières qui promeuvent une égalité entre les citoyens et un droit à la propriété pour les classes laborieuses. De ce fait, les moins aisés se retrouvent attirés par le modèle prôné par la France et en appellent à la révolte. Mais bien loin des paysans, c'est aussi auprès des élites que la Révolution fait grand bruit. Mais plutôt que le volet économique, c'est l'idée politique d'un modèle républicain qui les intéresse. Car une grande partie de l'Italie n'est pas sous le contrôle des Italiens et des puissances étrangères. Dans la République de Sicile, c'est un Bourbon qui est sur le trône, tandis que les Habsbourg dominent tout le nord de la péninsule, en ayant placé leur famille sur les trônes de Toscane, Parme, Modène, mais aussi en protégeant les États pontificaux, et en imposant leur autorité sur le Milanais et leur influence en Piémont-Sardaigne. La domination de rois étrangers sur le territoire est mal perçue par les élites, qui redoutent l'influence grandissante de l'Autriche, la mainmise sur l'économie et le commerce. C'est dans ce contexte d'opposition grandissante qu'apparaît un terme dans l'imaginaire italien, Risorgimento. Tiré du verbe risorgere, qui signifie se lever, renaître, il peut être traduit, dans le contexte politique italien, comme celui de ranimer ou réveiller.
Ainsi, le Risorgimento pourrait être traduit par les mots de renaissance ou de résurrection nationale. Ce réveil de l'Italie prend un sens religieux en désignant l'imaginaire chrétien de résurrection et appelant les peuples italiens à ranimer l'idée d'un État héritier de la grandeur romaine. Sans pour autant se revendiquer de l'Empire romain, le fait de se placer comme successeur de Rome donne une légitimité à cette idée et rappelle ce qui avait pu être accompli par un peuple italien unifié. L'histoire de l'unité italienne est intimement liée à celle de la France. Les secousses de la Révolution ont commencé à s'apaiser dans l'Hexagone, mais la jeune République est contrainte sur de nombreux fronts par la guerre lancée par la première coalition. L'Italie se retrouve part prenante de ce conflit, en raison de l'influence des Habsbourg, mais aussi par la crainte des volontés expansionnistes et politiques de la France que ressentent les souverains. L'idée du Risorgimento voit une première possibilité de se réaliser lors de cette guerre. La France, prônant un modèle républicain et unitaire, est alors désignée comme l'allié rêvé des nationalistes italiens, qui voient en la République française une amie qui pourrait les aider à imposer leur vision unitaire de l'Italie. Surtout qu'alors que les armées républicaines perdent sur le front germanique, en Italie, les troupes du général Napoléon sont victorieuses sur le front, chassant du fait de leur avancée les souverains italiens favorables aux Habsbourg. Mais rapidement, la désillusion se fait pour les intellectuels. Après la victoire face aux Autrichiens, un État unifié n'est pas proclamé par le vainqueur, mais à la place, plusieurs républiques sœurs, telles la République cispadane ou encore celle de Ligurie, sont créées de manière arbitraire. Imposés sur le modèle politique français, ces États ne sont que des vassaux de la France et ne possèdent que de faibles libertés politiques. Le Risorgimento souhaité ne se fait pas, et pire que cela, la péninsule se retrouve de nouveau divisée sous l'influence étrangère. Les changements sont pourtant loin d'être finis. En Europe, la situation reprend en intensité dès 1799, et une seconde coalition se met en place. Les républiques fantoches italiennes se retrouvent en première ligne face à l'avancée des troupes autrichiennes et russes, qui prennent le contrôle d'une bonne partie du territoire. Mais la position désavantageuse de la France se renverse avec l'arrivée de Napoléon, qui défait les troupes coalisées. Après sa victoire face à la seconde coalition en Italie lors de la campagne du même nom, et son coup d'État en 1799, Napoléon réorganise le territoire italien. Dès 1802, une partie des régions de la péninsule deviennent la République italienne, dont Napoléon Bonaparte se fait président. Un espoir de voir un État unitaire se former apparaît encore une fois pour la population. Mais celui-ci est bien vite étouffé lorsque 3 ans plus tard, en mars 1805, Napoléon se proclame roi d'Italie et fait de la République son royaume sous le nom de Napoléon Ier. En parallèle de cela, le Piémont-Sardaigne, Gênes et les territoires pontificaux sont annexés à l'Empire sous forme de départements. La grogne populaire est forte devant l'intégration forcée au territoire français. Un véritable sentiment d'unité se crée parmi la population, qui se retrouve opposée à la soumission française. Les premières graines du Risorgimento ont été plantées. L'idée d'une unité italienne prend définitivement place dans le cœur des Italiens après la défaite de Napoléon et du traité de paix lors de la conférence de Vienne de 1815. Les anciens souverains, délogés d'Italie par les armées françaises, seraient installés sur leur trône, et avec eux les anciens systèmes. La péninsule italienne est alors redivisée en plusieurs États indépendants, héritiers directs des anciennes frontières. Le royaume des deux Siciles est rendu à son roi Ferdinand IV. Les États pontificaux, démantelés sous Napoléon Ier, sont réinstaurés, alors que des souverains liés aux Habsbourg sont établis en Parme et en Toscane, tandis que le Piémont-Sardaigne hérite des anciens territoires génois. La Lombardie et la Vénétie sont quant à elles cédées à l'Autriche, qui en prend le contrôle direct. Pour assurer la sécurité des souverains réinstallés, les Habsbourg décident de laisser en arrière-garde d'importantes garnisons dans les territoires qui leur sont affiliés, notamment Parme et la Toscane. L'objectif est à la fois de protéger les territoires d'un retour des Français, mais aussi de mater les soulèvements populaires, opposés au retour des monarques. Mais pourquoi y a-t-il autant de révoltes suivant la réinstallation des monarchies sur les trônes italiens ? Car, bien que mal vécue par les populations, l'occupation française a laissé des traces dans la péninsule. Du fait de Napoléon, le code civil a été appliqué dans le royaume d'Italie, et les territoires annexés sous forme de départements. Ainsi, un sentiment politique d'égalité est né parmi les paysans, qui commencent à envisager l'idée d'une unification durable de leur nation. La République française, puis l'Empire, durant son occupation, a réussi à propager les principes républicains et les institutions gouvernementales qui les faisaient fonctionner, promouvant la citoyenneté italienne plutôt que celle des anciens royaumes régionaux comme Naples ou la Toscane. Les idéaux d'autodétermination nationale, prônés par la France, ont ainsi atteint les strates les plus basses de la société et infusé dans les esprits. Le Risorgimento a alors quitté le seul fait des intellectuels et se répand dans toute la population. Cette influence auprès des masses se fait de plus en plus ressentir. Les nationalistes, auparavant minoritaires et peu soutenus, obtiennent une légitimité, revendiquant une succession au modèle libéral français. À cette partie économique et politique, il ne faut pas oublier le côté social. Les révoltes furent tout autant inspirées par la résurgence importante d'une esthétique italienne. À travers les différentes œuvres est mis en avant le passé de l'Italie, ce qui fut accompli par l'unification.
Parmi les artistes de cette période, on retrouve ainsi Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Federico Farufini et Girolamo Induno, des hommes que l'on appellera les peintres soldats, et qui feront beaucoup dans la construction culturelle du Risorgimento, en présentant en images le poids politique et militaire d'une Italie unifiée. Ce courant artistique s'incarne aussi à travers la littérature et crée de nouvelles idéologies propres à la péninsule, les plus importantes d'entre elles étant le mazzinisme et le libéralisme modéré. Le premier est la création de Giuseppe Mazzini, un révolutionnaire, fondateur de l'association politique insurrectionnelle Giovine Italia, publia de nombreux ouvrages et pamphlets appelant à la création d'une république italienne indépendante. Prenant le libéralisme, cette vision politique prend un fort ancrage catholique et revendique une république unitaire où la liberté et la justice sont appliquées équitablement à l'ensemble du peuple. Le second mouvement, quant à lui, prend ses origines parmi les militaires et politiciens de l'ensemble de la péninsule. Il n'a pas de véritable chef. Celui-ci est en effet très décentralisé, prenant des particularismes locaux et régionaux en fonction des aspirations politiques de chaque territoire. Revendiquant une économie libre, la différence est à trouver dans la formation de l'Italie, qui ne serait pas celle d'une république, mais d'une fédération ou une coalition entre plusieurs États italiens, régionalisant de ce fait le pouvoir en gardant les séparations territoriales. Ces deux mouvements sont majoritaires dans leur influence sur l'unification et contrôlent chaque aspect de l'idée unificatrice, cherchant à imposer leur vision. Chacun, à leur manière, sont ainsi à l'origine des troubles dans la péninsule, appelant à la révolte contre l'occupant. Toute l'Italie est alors en effervescence. Il ne manque plus que le feu pour mettre en marche la poudrière. C'est en 1848 que toutes les décennies passées à lutter voient une identité italienne unifiée à l'échelle de la péninsule se mettre en branle pour la première fois. L'Europe est balayée par une vague de révolution. En Allemagne, des députés se rassemblent à Francfort pour proclamer une constitution, tandis qu'à Paris, la monarchie de Juillet est renversée. Ces événements, connus par l'historiographie sous le nom de Printemps des peuples, voient les structures monarchiques autoritaires être remises en doute. Mais surtout, ces renversements et révoltes successives réveillent le rêve unificateur et fait éclater des insurrections à travers toute la péninsule italienne. Des révoltes éclatent dans plusieurs grandes cités, notamment à Milan et Venise, sous contrôle autrichien. Rapidement, les troupes de l'occupant sont chassées des villes et contraintes de se replier. Devant la débâcle des forces autrichiennes, Charles Albert, roi du Piémont-Sardaigne, partisan de l'unification, brise les derniers liens qui le liaient à l'occupant et déclare la guerre à l'Autriche. Son objectif est double en faisant cela. Éviter une révolution au sein même du royaume du Piémont-Sardaigne, qui connaissait d'importants conflits sociaux en unifiant le peuple autour d'une cause commune, mais aussi étendre son royaume en profitant des rébellions pour saisir la Lombardie et la Vénétie. Soutenu par les états pontificaux et le royaume des deux Siciles, le Piémont-Sardaigne remporte quelques victoires durant les premières semaines, mais est arrêté dans son élan par la mobilisation de son adversaire et contraint de signer une trêve avec l'Autriche. Aucun des deux partis n'est dupe, ce n'est qu'une pause avant le match retour. Le gouvernement sarde et les démocrates cherchent à profiter de l'arrêt des combats pour s'allier à autant de forces que possible. En raison du retrait des deux Siciles des combats, au sein même de l'Italie, seule la participation de Rome et de la Toscane sont possibles. Le grand-duché de Toscane se rallie au Piémont sous l'impulsion de son premier ministre, un patriote unificateur, tandis qu'à Rome éclatent simultanément dans toute la capitale religieuse des révoltes contre l'autorité du pape, qui doit fuir la ville. Plusieurs exilés de longue date, voyant dans la fuite du pontife l'occasion de saisir le pouvoir, prennent fait et cause pour cette guerre et rejoignent en urgence les soulèvements. Giuseppe Mazzini, revenu d'exil, prend la tête de la nouvellement créée République romaine et rejoint le côté du Piémont. Devant la situation interne plutôt positive, Charles Albert rompt la trêve avec l'Autriche le 20 mars. Cette reprise des combats est pourtant trop précoce et son armée est mal préparée. Après seulement 3 jours de guerre, celle-ci est vaincue de manière décisive à Novare. L'armée étant défaite et en fuite, Charles Albert est contraint d'abdiquer et part en exil, laissant le trône à son fils, qui signe la paix en urgence. Mazzini et les républicains romains et toscans retournent en exil à la suite de cette défaite, surtout lorsqu'une intervention française et espagnole est lancée sur Rome pour remettre le pape sur son trône. Le résultat est sans appel. La Lombardie-Vénétie reste sous contrôle autrichien, et le pape est rétabli en tant que leader politique. Cette fin tragique de la guerre d'indépendance marque la puissance étrangère sur l'Italie. Mais cette victoire a un goût amer. L'Autriche a gagné, certes, mais elle apparaît comme une force malgré tout faillible, qui a pu être battue à plusieurs reprises. Cette sédition sanglante n'en a donc pas pour autant éteint le rêve unificateur, il l'a au contraire renforcé, en montrant que la victoire n'a pu être remportée par l'Autriche qu'en raison de l'intervention de puissances extérieures à la péninsule. La défaite n'a donc fait que préparer le terrain à la seconde guerre d'indépendance. De retour en exil, les différents révolutionnaires ne demeurent pas silencieux. De nombreux écrits paraissent, appelant à l'unification italienne, que ce soit sous la forme d'une confédération d'États, sous la tutelle pontificale, ou bien encore comme une république ou un royaume. Un candidat apparaît comme fortement soutenu pour le Risorgimento, que ce soit par les libéraux, les démocrates, mais aussi les révolutionnaires.
le Piémont-Sardaigne, car malgré sa défaite lors de la guerre face à l'Autriche, l'abdication de Charles Albert a permis au royaume d'éviter la plupart des sanctions imposées lors du traité de paix. Cela lui a notamment donné la possibilité de rester le seul État à ne pas être sous la coupe autrichienne et à conserver une indépendance effective sans perdre de territoire. Mais il est aussi l'unique gouvernement à avoir adopté une constitution libérale, alors réclamée par une grande partie de la population. Son roi, Victor Emmanuel II, est populaire dans toute l'Italie et est vu comme le seul souverain apte à réaliser l'unification. Celui-ci est bien conscient des raisons de l'échec de son pays lors de la précédente guerre et sait qu'il lui faut moderniser toutes les composantes de l'État. Pour cela, Victor Emmanuel II nomme Camille Benso de Cavour comme Premier ministre. Celui-ci est un réformateur, et sous son mandat, il organise la modernisation du Piémont-Sardaigne, en étendant l'industrie pour fournir des armes de qualité aux troupes, et en déployant un réseau ferroviaire moderne pour augmenter la productivité du pays et faciliter le déplacement dans toutes les parties du territoire. Enfin, pour ne pas réitérer les échecs de 1849 face à l'Autriche, Cavour réorganise l'armée, en la professionnalisant, et en s'appuyant sur des doctrines militaires nouvelles. Cet ensemble de réformes montre rapidement leurs effets en faisant de l'industrie et de l'économie du Piémont-Sardaigne les premières d'Italie. En étudiant les raisons de sa défaite, le petit pays comprend rapidement le besoin d'un allié puissant face au géant autrichien. Une alliance est ainsi conclue avec Napoléon III dès 1852. La France soutiendra le Piémont en cas d'attaque autrichienne et donnera à son allié la Lombardie en échange du comté de Savoie et de Nice si jamais la victoire venait à être acquise. Les Piémontais, après avoir ratifié secrètement l'alliance avec la France, provoquent diplomatiquement l'Autriche qui réagit en envoyant un ultimatum. Le 26 avril 1859, 10 ans après la Première Guerre, le Piémont et l'Autriche reprennent les armes. La guerre est courte, les Français passant la frontière à peine la déclaration de guerre donnée pour rejoindre leur allié italien. Le 4 juin, l'armée franco-piémontaise vainc les Autrichiens à Magenta, puis le 24 à Solferino, mettant hors d'état les principales forces de l'ennemi. Ces victoires mettent l'Autriche au pied du mur, et celle-ci est contrainte de céder la Lombardie. En échange du soutien apporté, Victor Emmanuel II respecte sa part de l'accord et cède les territoires promis. Le succès du Piémont brise l'hégémonie des Habsbourg et relance l'élan populaire. Affaiblie et incapable de maintenir sa présence, l'Autriche est contrainte de se retirer de la péninsule, provoquant dès 1860 des soulèvements dans toute l'Italie. La situation se dégrade rapidement, et les villes tombent une à une dans les mains des révoltés. Les monarques autrichiens sont chassés de leur trône, et leur territoire, rattaché par plébiscite au Piémont-Sardaigne. Disparaissent ainsi le grand-duché de Toscane, Modène et Parme. La domination piémontaise est maintenant grande dans la péninsule, et ne demeure plus que les rivaux pontificaux et siciliens comme candidats concurrents au Risorgimento. Mais la situation évolue vite. Les deux Siciles, relativement calmes jusqu'alors en raison de la politique autocratique et répressive de Ferdinand II, voient l'agitation remonter à la mort de celui-ci en 1859. Son successeur, François II, est âgé de seulement 23 ans et a des difficultés à maintenir l'ordre. Lassé des répressions et craignant que François II n'ait recours à la même tyrannie que son père, des insurrections éclatent à Messine et à Palerme en avril 1860. En réponse aux insurrections, est alors mis en place au Piémont un corps de volontaires pour soutenir les rebelles. Redoutant l'insubordination du général Garibaldi, un patriote italien niçois refusant l'annexion par la France des territoires de l'Ouest, Cavour nomme celui-ci à la tête des volontaires qui partent combattre dans les deux Siciles. Avec ses partisans, celui-ci lance l'expédition d'Émile et pose le pied sur l'île. Les combats sont rapides et décisifs. L'armée sicilienne n'est pas préparée et démoralisée par le manque de soutien populaire. Garibaldi et ses troupes remportent successivement plusieurs victoires, repoussant les armées royales de Sicile puis s'enfonçant dans la botte. En quelques semaines, les troupes du révolutionnaire sont aux portes de Naples. C'est le 7 septembre 1860 que la capitale tombe et qu'un François II est contraint à l'exil. Méfiant que Garibaldi, favorable aux idées de Mazzini, établisse une république de l'autre côté de la péninsule, Cavour décide de lancer l'armée piémontaise à travers les états pontificaux pour se rallier au général Tapageur. Malgré des tentatives de résistance du pontife, l'armée piémontaise remporte son pari lors de la bataille de Castelfidardo et réussit à faire jonction avec Garibaldi à Naples. Les révolutionnaires, souhaitant plus que tout l'unification, se rallient à Victor Emmanuel II, reconnaissant l'autorité du roi. Pour confirmer sa victoire, le roi réunit le 17 mars 1861 à Turin les députés de toute la péninsule. Le royaume d'Italie est alors proclamé, et Victor Emmanuel est nommé à sa tête en tant que roi d'Italie. Afin de renforcer sa légitimité, des plébiscites sont organisés, et les résultats confirment le territoire conquis comme des possessions du nouvel État. Le royaume d'Italie est alors né. Mais le jeune État n'a toujours pas récupéré ses terres vénitiennes. L'occasion se présente pourtant 5 ans plus tard, lorsque la Prusse déclare la guerre à l'Autriche. L'Italie, voyant l'occasion de frapper son rival de longue date, rejoint les Teutons. Malgré les défaites successives des Italiens, les Prussiens remportent la victoire le 12 août à Sadova et forcent la paix avec l'Autriche, qui est contrainte de céder la Vénétie au jeune royaume. Là encore, la victoire a un goût d'inachevé. Le joyau de la couronne échappe toujours aux Italiens. En effet, Rome est toujours indépendante.
Protégée par un corps expéditionnaire français, la ville semble imprenable. Plusieurs tentatives sont pourtant faites pour s'emparer de celle-ci, que ce soit par Garibaldi ou Mazzini, mais toutes les attaques se finissent en échec. C'est encore une fois les soubresauts des conflits européens qui donnent à l'Italie l'occasion de se réunifier. Lorsque la guerre franco-prussienne éclate en 1870, le corps expéditionnaire quitte ses baraquements romains et rejoint l'armée principale française. Une fois certains de la victoire prussienne à Sedan et de la capture de Napoléon III, les Italiens tentent leur chance. Sachant Pie IX sans défense contre son armée, Victor Emmanuel tente de négocier avec le chef de l'église catholique, espérant une transition pacifique du pouvoir temporel. Pie IX refuse. L'armée royale franchit donc la frontière papale le 11 septembre et avance lentement vers Rome, s'arrêtant régulièrement pour concilier avec la population et renforcer le soutien populaire, mais aussi dans l'espoir qu'une entrée pacifique dans Rome puisse être négociée. Aucune réponse tangible ne parvient. L'armée italienne atteint les murs de la cité le 19 septembre et place Rome sous un siège. Le matin du 20 septembre, un trou est percé dans la porte Pia et l'assaut est donné. Rome tombe le jour même. Les dernières poches de résistance sont nettoyées par les troupes. Pie IX, refusant de reconnaître sa défaite, s'enferme au Vatican et se déclare prisonnier des forces italiennes. Afin de légitimiser la conquête romaine, un ultime plébiscite est organisé par le royaume, et Rome rejoint finalement l'Italie comme sa dernière province. Dès l'année suivante, la ville éternelle, capitale de l'Empire romain, devient définitivement capitale d'un nouvel État d'Italie. Le Risorgimento est arrivé à son terme, et avec lui, plusieurs décennies de désunion des États italiens. Partis de très loin, l'indépendance et l'unification italienne ont été un travail de longue durée. Commencé dès le Moyen-Âge, il fallut en définitive moins de 2 décennies décisives pour que le Piémont-Sardaigne réussisse l'exploit de réunifier l'Italie. Jouant de diplomatie entre les grandes puissances, s'appuyant sur les Français, puis les Prussiens, et utilisant efficacement les soulèvements et la volonté populaire de s'unifier sous une seule nation, le Piémont-Sardaigne a rendu fausse la déclaration de Metternich, faisant d'une expression géographique un fait politique. Mais de cette victoire ressortent de nouveaux défis pour le jeune État. L'Italie est un pays inégalement peuplé et industrialisé entre le nord et le sud. La richesse y est très disparate, et aucune identité commune, outre la lutte pour l'indépendance, n'est encore existante. Il est dur pour un Napolitain de se sentir entièrement italien, de même qu'un Piémontais ne ressent que peu de liens avec un Sicilien. Comme le dit Massimo d'Azeglio, l'Italie a été faite, il reste maintenant à faire les Italiens. De la même manière, la question religieuse due au pape, se considérant comme prisonnier du régime italien, mine les relations politiques et met la société dans une guerre sociale entre catholiques et républicains, menaçant de saper la légitimité gouvernementale. À partir de cette date, l'Italie quitte la simple prétention d'enjeu de ses voisins et accède au statut de grande puissance. Malgré tout, l'ascension de l'Italie au rang de nation est un événement important de l'histoire européenne. En s'unifiant, les petits États disparates ont permis de faire rentrer sur le devant de la scène politique internationale un nouveau concurrent et une force européenne nouvelle sur laquelle chaque grande puissance se doit de compter. Conclusion, quand on veut, on peut, et le Piémont-Sardaigne l'a bien prouvé.